Madame la Présidente, Madame, Monsieur, au moment où je prononce ces mots, des femmes, de jeunes femmes, de très jeunes femmes sont parquées en secret dans les chambres de leurs bourreaux ou dans celles d'hôtel choisies par ceux-ci. En ce moment même, des femmes subissent la violence du sexe imposé, la brutalité de corps inconnus. Elles connaissent la peur, le dégoût de la chair de l'autre, de la leur, la puanteur, les maladies parfois, le sang, souvent. En ce moment même, le corps de femme est utilisé pour le profit d'autrui. La réalité de ce dossier, c'est toujours en ce moment même, parce que c'est en continu. Ça se passe maintenant, à quelques rues d'ici. Alors on peut se demander ce que ça dit du monde, de l'humanité, ce que ça dit de la société, on peut se demander tout ça. Mais l'affaire d'aujourd'hui, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de déterminer ce que ça dit de Monsieur R, de Monsieur T et de Madame S. Aujourd'hui, ce sont ces trois-là qu'il vous faudra juger. Ces trois-là, renvoyés devant votre juridiction pour des faits de proxénétisme aggravés et de traite des êtres humains aggravés. Et parce que les femmes dont on parle ne sont pas présentes aujourd'hui, le ministère public que j'incarne se doit plus que jamais de rendre audibles celles qui le sont si peu. Ces femmes, ce sont d'abord Samia et Kelly, 18 ans et 19 ans. La Colombie, 8000 km, un long voyage, et puis leur arrivée en France. Ce qu'elles verront de ce pays, une chambre d'hôtel et des clients. Samia et Kelly, en France, ne sont plus que deux corps en peine que l'on use, que l'on abîme, que l'on exploite. En France, elles verront aussi Jonathan R. C'est lui qui les transporte, qui les installe, les emprisonne, qui les nourrit, comme des lapins dans un clapier. Le visage de Jonathan R, c'est la seule figure qui les rattache au monde extérieur, le monde derrière cette porte close qu'elles ne peuvent franchir et que Jonathan R ouvre et referme au rythme des repas et des passes. Samia et Kelly en France, c'est 4 jours de sexe, 4 jours d'exploitation, 4 jours de viol. Puis, pour elles, une lueur, un espoir. Elles parviennent à fuir. Direction le commissariat. Une enquête s'ouvre. De manière tristement prévisible, l'enquête révèle qu'il n'y a pas que Samia et Kelly. Grâce à l'exploitation du téléphone portable de Jonathan R, on découvre qu'il y a aussi Catalina et Daniela, 18 ans et 21 ans, colombiennes, elles aussi. Les concernant, c'est un autre visage, à leur arrivée sur le territoire français, celui d'Angèle T. Lui les dépouillera de leurs papiers. Une autre formule d'hébergement, le Airbnb, loué par cet homme pour les asservir aux pires pulsions humaines et dans son seul et abject intérêt, l'argent. Pour l'hôtel comme pour le Airbnb, on parle de prostitution logée. Pour les jeunes femmes, c'est un rapt suivi d'invisibilisation. Pour ces trois-là, c'est le confort de la discrétion, une quasi-garantie d'impunité pour leur business fructueux, tenu secret. Facile, lâche, immonde. Les deux femmes parlent de violence aussi. Catalina et Daniela venaient faire des ménages ou de la garde d'enfants dans le sud de la France. Elles expliquent que c'est ce que leur avait fait miroiter Rosa S., une compatriote colombienne avec laquelle elles avaient échangé des messages sur les réseaux sociaux. Et puis, au fil de leurs auditions, Jonathan R. réapparaît, avec ses différentes casquettes. Livreur de nourriture et homme de main, trésorier et associé.
chiens de garde et entremetteurs. Esclavagistes vénales de femmes qu'ils traitent comme des objets. Monsieur R, Monsieur T, Madame S. L'équipe au complet. De 2 victimes, on est donc passé à 4. L'enquête se poursuit. Le périmètre s'élargit. Béziers, Narbonne, de nouveaux appartements sont localisés. Les forces de l'ordre interviennent sur les lieux. De 4 victimes, on passe à 8. 4 autres, très jeunes femmes, toujours colombiennes. 4 nouveaux témoignages. Des propos qui plongent plus loin encore dans les abysses de l'horreur. La séquestration, par 2, certaines depuis plusieurs mois. Des chiffres tombent. Une quinzaine de clients par jour. 15 par jour. Pendant plusieurs mois. 15 par jour. Pendant plusieurs mois, ça fait 15 pénis dans le corps par effraction, ça fait presque 1 millier en 2 mois. Pour le profit de ces 3-là, ce n'est plus une banale affaire de prostitution. C'est de la prostitution industrialisée. Derrière ces chiffres, plusieurs réalités. La réalité des vies brisées et des ambitions salies, à tout jamais. La réalité des 80 000 annonces en ligne en France. Le choix de la marchandise par des clients indignes, qui ne s'émeuvent pas d'une mise en pâture sexuelle et sexiste, pas plus qu'ils ne s'émeuvent d'ailleurs de transgresser ce qui, depuis 2016, constitue un interdit pénal. Et si c'était leurs enfants, leurs filles, qu'on proposait à la libido du public? Et puis, l'envers du décor, les coulisses, la réalité de ces 3-là. La réalité de Madame Rosa S., une ancienne prostituée colombienne reconvertie en proxénète. Ce sont ses mails et la retranscription de ses appels téléphoniques qui révèlent la froide mécanique de recrutement à laquelle elle s'adonne, basée sur la confiance. C'est elle, leur compatriote, qui va proposer à de jeunes femmes, servies sur un plateau par les réseaux sociaux ou par leur famille, de les prendre sous son aile. C'est elle qui va les tromper en leur faisant miroiter un avenir prospère et digne sur le sol français, puis qui, depuis l'Espagne, surexploitera leur corps. Pour de l'argent. C'est elle qui met à disposition de son business ses 3 appartements, estimés à la modique somme de 580 000 € au total. Plus d'1 demi-million. Aussi, si Madame Rosa S. persiste et refuse d'admettre qu'elle est passée du côté des bourreaux, les preuves sont nombreuses, largement suffisantes. La réalité de Monsieur Angel T, c'est une maison située dans le village méditerranéen de Leucate, entre la mer et les vignes. Une maison qui contraste de manière insolente avec les Airbnb et les chambres d'hôtel pour la location desquelles il était le prête-nom. Une maison dans laquelle 50 000 € ont été retrouvés en numéraire. Une goutte d'eau dans l'océan de liquidités qui y transite. Monsieur Angel T, c'est aussi la fierté de sa toute-puissance et la violence physique dont il use contre ces femmes qui sont déjà ses esclaves. Monsieur Jonathan R, enfin, la réalité pour lui, c'est que quand on installe des jeunes femmes de la sorte, quand on leur livre des repas chaque jour, à la même heure, au même endroit, et qu'on y ajoute des préservatifs, quand on récupère l'argent 2 fois par jour, on ne peut pas décemment prétendre avoir un rôle limité. On peut encore moins décliner sa responsabilité quand on refuse, jusqu'au bout, de dénoncer ses comparses. La réalité de Monsieur Jonathan R, c'est cautionner l'organisation criminelle dont il est un maillon essentiel. Et c'est refuser de protéger des femmes croisées quotidiennement. 3 prévenus, 3 réalités, 3 coupables. Mais de quels faits exactement? Les agissements sont divers et pourtant, je vais vous demander de déclarer ces 3-là coupables de faits pareillement libellés par la loi. Je m'en explique. Le proxénétisme, en théorie, c'est simple. C'est engendrer des profits ou des avantages sur l'activité de prostitution d'autrui. Le proxénétisme, sur le terrain, c'est complexe.
et protéiforme. En conséquence, la loi, le code pénal, l'envisage de différentes manières. En sanctionnant de la même façon, c'est-à-dire par les mêmes peines, celui qui aide, qui assiste la prostitution d'autrui, celui qui en tire directement des profits, celui qui fait office d'intermédiaire, et j'en passe. Pour la loi, il n'y a pas de participation purement logistique. Il n'y a pas de petit rôle quand il s'agit d'attenter à la dignité humaine. Je vous demande donc de déclarer M. Jonathan R., M. Angèle T. et Mme Rosa S. coupables de proxénétisme aggravé par la circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes. Par ailleurs, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces trois-là ont alimenté leur réseau de prostitution, en recrutant leurs victimes par Internet, en leur imposant un parcours migratoire, compte tenu de ces circonstances, donc, vous les déclarerez coupables de traite des êtres humains aggravée par l'utilisation d'un réseau de communication électronique. Ce sont les faits pour lesquels vous aurez à décider d'une réponse pénale. Mais quelle réponse apporter à ceux qui ont fait le choix de l'exploitation d'autrui la plus immonde? Comment sanctionner des faits qui, en plus d'un coût social exorbitant, ont un coût humain inestimable, irréparable? Parmi les fonctions de la peine, il y a celle de la sanction. Si les faits sont graves, alors il faut les sanctionner à la hauteur de cette gravité. Par une privation de liberté, inéluctablement, j'y reviendrai, mais au-delà de la liberté, il faut s'attaquer aux profits immenses faits sur le dos de ces jeunes femmes. Pour ce faire, la loi fixe à 1 500 000 € le montant maximum de l'amende qui peut être prononcée pour les infractions visées. Il faut s'en saisir. C'est le seul moyen de répondre à la monstruosité de ce business. Et c'est le seul moyen de protéger les femmes de demain. L'inacceptable appelle une sanction réfléchie, qui punisse et qui dissuade. Je vais donc vous demander de prononcer une peine d'amende à l'encontre de chacun de ces trois-là à hauteur de 200 000 €, outre la peine complémentaire de confiscation des 3 appartements saisis à l'encontre de Mme Rosa S. Enfin, s'agissant de l'emprisonnement, la peine que je requiers est la même pour les 3, parce que chacun, à sa façon, a piétiné un principe fondamental, celui de la dignité humaine. Un principe dont le respect est le prérequis le plus indispensable au bien vivre ensemble. Messieurs Jonathan R. et Angèle T., Madame Rosa S., ces femmes que vous avez bassement exploitées sont dignes, victimes, mais dignes. C'est vous qui êtes indignes. Et c'est pour cette indignité que je demande à votre juridiction de prononcer à leur encontre la peine de 7 ans d'emprisonnement.